Combien de victimes et de massacres faudra-t-il en Syrie pour pousser la communauté internationale à agir? Des dizaines de civils ont été retrouvés morts dans un village, parmi eux des femmes et des enfants. Le régime nie toute responsabilité mais empêche les observateurs de l'ONU d'enquêter sur place. Attention, certaines images sont particulièrement difficiles. Anne-Claire Coudray. Ils sont là, alignés, des femmes et des enfants pour la plupart, avec leurs noms sur leur linceul. Les opposants méthodiquement les citent un à un. Ils ont envoyé à la presse internationale la liste de leurs identités. Une précision macabre, mais qui se veut un gage de vérité, alors que le régime syrien réfute toute responsabilité. Les rebelles disent avoir compté au moins 55 victimes tuées dans les environs de la ville de Hama. Un nouveau massacre doublé de bombardements et qui a poussé dans les rues les manifestants qui ont promis de revenir plus nombreux encore. Ce matin, l'armée syrienne a interdit la zone aux observateurs de l'ONU venus enquêter sur ce carnage, signe supplémentaire de l'échec dramatique du plan de paix de Kofi Annan. Dans quelques heures, ce dernier doit revenir devant le Conseil de sécurité. La Chine et la Russie, en sommet à Pékin, ont à nouveau écarté toute intervention militaire et proposé d'associer l'Iran aux négociations. Proposition immédiatement rejetée par les États-Unis, la France et le Royaume-Uni, réunis eux à Istanbul. Oui, pour les États-Unis, Bachar el-Assad doit partir. Pour la Russie, ce massacre est une provocation pour faire échouer le plan Annan. Le dépeceur présumé de Montréal sera probablement extradé d'ici la fin du mois vers le Canada. Première étape juridique aujourd'hui en Allemagne. Muka Rocco-Magnotta est en effet emprisonné à Berlin. Il est soupçonné d'avoir tué et dépecé un homme avant de diffuser les images sur Internet. L'actualité en France, les consultations continuent à l'Elysée à l'approche du G20 et du sommet de Rio. François Hollande a reçu Hervé Morin pour le nouveau centre et la ministre du Logement, Cécile Duflot, future ex-secrétaire générale d'Europe Écologie Les Verts. La polémique sur la dépénalisation du cannabis a-t-elle été abordée? Les précisions de Cyril Adrians. 3 quarts d'heure d'entretien entre Cécile Duflot et François Hollande. Pour Cécile Duflot qui a encore pour quelques jours cette double casquette de secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, qui mène donc la bataille des législatives et qui est à la fois aussi ministre du Logement. Alors Cécile Duflot et François Hollande ont-ils abordé cette polémique lancée par Cécile Duflot qui est pour la dépénalisation du cannabis? C'est la position de sa formation politique et François Hollande, on le sait, y est hostile, c'est la position qu'elle a défendue pendant la campagne présidentielle. Eh bien, Cécile Duflot jure que non. Nous l'avons interrogée il y a quelques minutes sur LCI. Je vous propose d'écouter sa réaction à notre micro. Que certains ont du mal à apprendre, notamment du côté de l'opposition, c'est que ce gouvernement et cette majorité est une majorité diversifiée mais très solidaire. Et je crois que ce que vous avez pu constater ces 3 derniers jours, c'est la grande solidarité et la grande loyauté respective. Et la loyauté d'Europe Écologie Les Verts et des 2 ministres que Pascal Canfin et moi sommes à l'égard de l'ensemble du gouvernement sera très grande. Tout autant que chacun a compris qu'il s'agissait d'un rassemblement où les identités, les parcours, les convictions des uns et des autres ne disparaissaient pas. Donc nous ferons vivre cette diversité, ce rassemblement qui du coup nous rendra beaucoup plus solides que ceux qui s'épuisent dans les guerres de chefs de clan. Voilà donc officiellement, selon Cécile Duflot, pas de boulette sur le cannabis. Il a été davantage question du sommet de Rio et du G20 et puis des législatives, puisque Cécile Duflot, je vous le disais il y a quelques instants, mène la bataille pour Europe Écologie Les Verts. D'après elle, il faut le plus de sièges possible. Elle ne s'est pas, à notre micro, engagée sur un nombre particulier d'élus, alors que les sondages donnent à la formation politique de Cécile Duflot de 18 à 24 sièges. Et puis elle s'est également confiée sur son successeur potentiel dans 15 jours à la tête d'Europe Écologie Les Verts, et il pourrait s'agir de Pascal Durand. Les limites d'une présidence normale ont-elles été franchies hier sur la route entre Paris et la Normandie? La voiture du président de la République aurait commis plusieurs excès de vitesse. François Hollande avait préféré la route plutôt que le train ou l'avion. Pas d'excès de vitesse, en tout cas pour Jean-Marc Ayrault. Le Premier ministre a pris le RER ce matin pour se rendre en Seine-et-Marne. On l'écoute au micro de Jean-Philippe Lécaud. Peut-être que c'est rare qu'un Premier ministre prenne le RER ou qu'il vienne dans un centre commercial, un grand centre commercial, là, à Leclerc, mais c'est la vie des Français.
Et moi qui ai l'expérience de maire, de député d'une circonscription urbaine et périurbaine et rurale, c'est la vie des gens. Et quand vous êtes en campagne électorale, ne faites pas ça en chambre, vous venez voir les gens là où ils vivent, là où ils sont, là où ils travaillent, là où ils ont leurs attentes. C'est la meilleure façon de les rencontrer. Donc je viens à la rencontre des Français. Jean-Marc Ayrault qui exprime ses désaccords avec Angela Merkel. La chancelière allemande souhaite une Europe politique à 2 vitesses. Ce n'est pas notre vision de l'Europe, répond le Premier ministre français. Du côté de la droite, on se dit agréablement surpris par cette prise de position allemande. On écoute François Fillon. Je pensais jusqu'à maintenant que l'Allemagne s'opposerait à cette idée d'un noyau dur européen qui devrait être composé de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, j'ai envie de dire des pays qui sont à l'origine de l'Union européenne, des pays qui ont la même monnaie et qui devraient s'organiser avec un gouvernement économique, avec une intégration économique. Donc vous êtes favorable ce matin, vous le dites. J'y suis favorable pour une raison simple, c'est que sinon c'est le déclin. Sinon, c'est le déclassement des pays européens qui vont être progressivement balayés par la compétition. La prise d'otage aura duré plus de 4 heures au siège de Météo France à Toulouse. Un chômeur armé d'un fusil de chasse retenait ce matin un vigile. Le GIGN a donné l'assaut. Le forcené grièvement blessé. L'otage indemne. Lifting, augmentation mammaire et liposuction pourraient coûter plus cher. Les chirurgiens vont sans doute répercuter la TVA. Jusqu'ici exonérés, les actes purement esthétiques sont désormais taxés à 19,6. Ironie du sort, c'est un médecin qui a alerté le fisc. Cela devrait rapporter 23 millions d'euros chaque année à l'État. Valérie Noyer. Des seins plus jolis, mais plus chers. Moins de graisse sur les cuisses, mais une facture plus salée. L'idée n'est pas nouvelle, elle n'a même pas été décidée par le gouvernement Ayrault. En fait, le texte existe depuis 2003. C'est un arrêt de la Cour de justice européenne qui stipule que tout acte médical non thérapeutique doit être soumis à la TVA. Un texte ni appliqué par les médecins, ni réclamé par l'administration fiscale. Environ 800 chirurgiens, 1 millier de médecins et 1200 dermatologues seraient concernés, avec un chiffre d'affaires moyen de 200 000 euros et une TVA à près de 20%. Ce sont environ 40 000 euros par an et par médecin qui devraient ainsi rentrer dans les caisses de l'État. Cela, c'est la théorie. En réalité, la TVA pourrait se limiter aux seuls actes de chirurgie, car dans le secret des cabinets médicaux, il sera bien difficile de déterminer si le médecin a fait une consultation thérapeutique ou une injection de Botox. Football, les Bleus passent leur première journée en Ukraine, premier entraînement, première conférence de presse et premier contact avec les supporters à 4 jours du premier choc de l'Euro France-Angleterre. Damien Ferrero. C'est la première sortie. Après 45 minutes de voiture, les Bleus découvrent leur centre de presse. Des joueurs attendus par les caméras, mais aussi par les fans. Dès hier soir à l'aéroport, l'équipe de France a pu goûter à l'hospitalité locale. Cet événement à Donetsk est très important pour nous. C'est pour ça que j'ai décidé de venir ici et soutenir l'équipe de France. À Donetsk, l'équipe de France à la côte. Il y a un journaliste qui m'a dit « Êtes-vous surpris de voir autant de Français vous accueillir à Donetsk ?» Je l'ai un peu rectifié, j'ai dit « Je suis surpris de voir autant de drapeaux français ». Le réconfort d'un bel accueil, avant 1 heure de bus et une route pas encore tout à fait prête, mais peu importe. On est bien arrivé hier soir et je pense que le contexte, le centre d'entraînement est super et on se sent bien. Un camp de base moderne, un stade flambant neuf, les conditions idéales avant France-Angleterre. Une grande partie de l'avenir de l'équipe de France se jouera dans le stade situé juste derrière moi. Les Bleus y joueront leurs 2 premiers matchs. Le Donbass Arena est un bon souvenir pour eux. Ils y ont gagné leur match amical l'an passé, ici même contre l'Ukraine. Avant de refermer ce journal, une dernière image des législatives, pas en France mais en Grèce. Les débats sont beaucoup plus animés que chez nous. Le porte-parole du parti d'extrême droite a perdu les nerfs. En 2 temps, il a d'abord lancé le contenu d'un verre d'eau sur l'une de ses adversaires avant de gifler l'autre député qui s'interposait. La suite de l'histoire mérite qu'on s'y intéresse. Cet élu a été enfermé dans un bureau de la chaîne de télévision, mais il a réussi à s'enfuir en défonçant la porte. Un mandat d'arrêt a été lancé contre lui. Restez avec nous, à suivre un débat beaucoup moins houleux et beaucoup plus constructif sur LCI. C'est Choisissez votre camp. Valérie Expert.
La météo avec AJPI, association d'assurés pour la retraite, l'épargne et la prévoyance. Partenaire d'AXA.